Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui pour ce 14e point presse de l'année 2021. Merci à ceux qui sont physiquement présents à Ballard. Merci à ceux qui sont connectés en audio ou en vidéo. Et merci à ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube du ministère des Armées. Aujourd'hui, le point presse aura un focus thématique consacré à la géographie militaire, mais comme à notre accoutumée, nous allons commencer par des points d'actualité, puis je présenterai l'agenda des ministres, et enfin, nous parlerons de géographie militaire avant de céder la parole au colonel Barbry pour un point sur les opérations. Concernant les sujets d'actualité, je souhaiterais faire un propos sur les suites de ce qui est convenu d'appeler la tribune des généraux. La ministre des Armées et le chef d'état-major des armées ont eu l'occasion de s'exprimer dans les jours qui ont précédé. Je souhaite donc apporter des compléments techniques et des points de détail par rapport à ce qui a déjà été dit. Concernant les signataires de cette tribune, il faut distinguer 3 catégories. La première catégorie, l'immense majorité des militaires qui sont à la retraite. Ces militaires à la retraite n'ont aujourd'hui plus aucun lien avec le ministère des Armées, ce sont des citoyens comme les autres, et ils sont donc tout à fait libres de leurs expressions, de leurs croyances, et donc il n'y a aucune sanction à envisager contre des personnes qui ont quitté l'institution et qui n'ont plus aucun lien avec eux. Il y a ensuite une deuxième catégorie qui concerne des militaires d'active. Ce sont 18 personnes qui, à ce stade, ont été identifiées comme signataires de la tribune et qui sont par ailleurs des membres du ministère des Armées à l'heure où nous nous parlons. Ces 18 signataires se sont évidemment mis en contradiction avec les principes de neutralité, de loyauté, de réserve qui incombent à chaque militaire, et donc des sanctions seront appliquées à ces personnes. Ces sanctions seront appliquées par l'échelon local de commandement dans les jours et les semaines qui viennent. Ces sanctions pourront aller jusqu'à des jours d'arrêt. Il y a ensuite une troisième catégorie de signataires, ce sont des généraux en deuxième section. Ces généraux sont dits en deuxième section parce qu'ils peuvent être rappelés en première section. Dans les mois qui ont précédé, nous avons, au ministère des Armées, rappelé des généraux en deuxième section pour venir prêter main forte, par exemple, dans la gestion de la crise Covid. Donc un général qui est en deuxième section et qui peut être amené à revenir dans l'armée d'active pour des missions, on comprend aisément qu'il soit lui aussi soumis à un devoir de réserve. Ce devoir de réserve, à l'évidence, il a été violé avec la signature de cette tribune, et donc la ministre des Armées et le chef d'état-major des armées ont demandé que des procédures disciplinaires soient engagées à leur égard, procédure disciplinaire qui peut se terminer par la radiation des cadres. Très concrètement, c'est une mise à la retraite d'office. Je souhaiterais insister sur le caractère, malgré tout très marginal, du nombre de signataires encore en lien avec l'institution. Les 18 militaires d'active signataires de cette tribune sont à mettre en rapport avec les 210 000 militaires qui travaillent quotidiennement au ministère des Armées, qui sont engagés sur le front des opérations, en Afrique, sur le territoire national, dans la protection des Français, et qui, évidemment, n'ont strictement rien à voir avec cette tribune. Concernant les officiers généraux, il y a en France 5 200 officiers généraux en deuxième section, toutes armées confondues. Et donc nous parlons là de 25 généraux sur 5200. Donc si l'on souhaite donner des pourcentages, ce sont 0,5% des généraux en deuxième section qui ont signé cette tribune et 0,01% des militaires d'active qui ont signé cette tribune. Nous parlons donc là de cas isolés. Je souhaite néanmoins rappeler, pour que les choses soient très claires, qu'en France, les croyances, les opinions sont libres. Ce qui ne l'est pas, c'est de se prévaloir, de mettre en avant un grade, une appartenance à la communauté militaire quand on veut exprimer des opinions politiques. Et donc le processus de sanction qui a été déclenché à la demande de la ministre des Armées et du chef d'état-major des armées
vient finalement sanctionner ce qui est un écart par rapport au statut général des militaires que chacun connaît, que chacun apprend et perçoit dès qu'il endosse l'uniforme à son entrée dans l'institution. Et donc, c'est une suite finalement logique de cet écart qui a été pratiqué par soit les 18 militaires d'active, soit les 25 généraux de deuxième section. Voilà ce que je souhaitais dire en introduction. Je vous propose, si vous aviez des questions sur ce sujet, de me les poser maintenant. Monsieur Barotte en salle. Oui, bonjour, Nicolas Barotte du Figaro. Une question sur la procédure. Les conseils militaires sont évoqués par le CEMA. Dans quel délai est-ce qu'ils vont se réunir et préciser qui compose ces conseils, comment ça fonctionne? C'est une procédure qui est contradictoire. Merci pour cette question. Donc pour ceux qui auraient mal entendu, la question de M. Barotte porte sur la procédure pour appliquer ces sanctions. La procédure est différente selon qu'on parle des 18 militaires d'active, qui sont des militaires du rang, des sous-officiers, ou des officiers pas plus hauts qu'officiers supérieurs, ou selon qu'on parle des officiers généraux en deuxième section. Je vais d'abord parler de la première catégorie, les militaires d'active. Les sanctions qui seront éventuellement appliquées, et qui peuvent, je l'ai dit, aller jusqu'au jour d'arrêt, seront prises au niveau local de commandement. Pour prendre un exemple, si un militaire d'un régiment de l'armée de terre était incriminé, ce serait le colonel qui commande ce régiment de l'armée de terre qui donnerait la sanction. Si c'était sur une base aérienne, ce serait le commandant de la base aérienne, pour donner un exemple. Évidemment, il est logique que, à même grade et à même faute, les gens soient sanctionnés de la même façon d'une armée à l'autre. Donc il y aura un travail de coordination et d'homogénéisation des sanctions entre les différentes armées, mais ce sera bien in fine le niveau local de commandement qui attribuera les sanctions. En termes de calendrier, la procédure disciplinaire est engagée dès à présent et les sanctions devraient être arrêtées dans les semaines qui viennent. Je souhaite repréciser un point que le chef d'état-major des armées a mis en exergue, c'est qu'il apparaît très logique que la sanction soit proportionnée en fonction du grade de celui qui a signé cette tribune. Il est bien évident qu'un officier qui a des fonctions d'encadrement et donc un rôle d'entraînement des soldats soit plus durement sanctionné qu'un militaire du rang. Sur la deuxième catégorie de personnes dont nous parlons, les officiers généraux en deuxième section, la procédure disciplinaire consiste en la convocation, à la demande de la ministre des Armées, d'un conseil supérieur d'armée. Il y aura donc un certain nombre d'officiers généraux, notamment, qui composeront ce conseil supérieur d'armée. Un rapporteur sera nommé pour instruire les faits qui sont reprochés aux signataires de la tribune. Il y aura évidemment une procédure contradictoire. La personne incriminée pourra se doter d'un défenseur, quelqu'un qui porte sa voix et qui l'aide à se défendre, et la personne sera évidemment entendue. À l'issue de ce Conseil supérieur d'armée, s'il le juge opportun, des sanctions seront proposées à la ministre des Armées. Ensuite, la ministre des Armées, si elle agrée la proposition de sanction qui est faite par les conseils supérieurs d'armée, transmettra, comme c'est la règle concernant des officiers généraux en deuxième section, la proposition de sanction au niveau supérieur, proposition de sanction qui, pour des officiers généraux, ne peut être qu'une radiation des services, c'est-à-dire une mise à la retraite d'office qui serait prise par décret non publié en Conseil des ministres. Voilà la procédure, et sur le calendrier de cette procédure relative aux officiers généraux en deuxième section, nous parlons de quelques semaines, là aussi, potentiellement quelques mois, mais c'est l'ordre de grandeur. Nous prenons le temps d'instruire les choses avec à la fois diligence, mais sérieux, professionnalisme, rigueur. Monsieur Dugény, en salle.
Est-ce qu'il y a, on parle de 18 militaires d'actifs dans cette liste, mais une partie seulement de la liste a été publiée par le site qui a publié au départ cette tribune. Est-ce qu'il y a des possibilités pour le ministère de continuer à investiguer pour trouver d'autres militaires d'actifs dans le reste de la liste, ou est-ce que c'est impossible? Auquel cas peut-être qu'il y en aurait plus de 18. Et j'ai une question aussi sur le devoir de réserve. Il semble que cette notion soit parfois un peu floue. Est-ce que d'abord vous pouvez nous expliquer pourquoi certains militaires ont le droit de se présenter à des élections et ça ne va pas à l'encontre du devoir de réserve, et pourquoi là cela va à l'encontre du devoir de réserve? Et par ailleurs, on a parfois du mal à obtenir justement les frontières, les limites précises de ce devoir de réserve. Sur votre première question, outre les 18, y en a-t-il ou y en aurait-il d'autres? Ce qui est porté à la connaissance du ministère des Armées, c'est la liste que l'on peut trouver sur le site en question, sur laquelle la tribune a été publiée, et qui relève les 1500 premiers noms. Les autres noms ne sont pas visibles, et seul un compteur s'affiche. Donc le ministère des Armées a à ce stade travaillé sur la liste qui était publique. Si d'autres noms étaient portés à notre connaissance de militaires présumés qui auraient signé cette tribune, le même travail de recherche sera fait, de vérification, notamment de vérification qu'il n'y a pas eu d'usurpation d'identité. Je crois que c'est important de le dire. La signature de cette tribune repose sur un mode uniquement déclaratoire. Et quiconque peut, où qu'il soit dans le monde, signer cette tribune en se réclamant d'un grade de l'armée et pourquoi pas usurper un homonyme aujourd'hui d'actif. Donc il y a quand même un travail de vérification du fait que les gens qui auraient signé sont bien des gens qui ont signé volontairement. Voilà. Donc, à ce stade, nous en avons 18 identifiés. S'il y en avait d'autres, là aussi, des procédures disciplinaires seraient engagées de la même façon. Sur la question du devoir de réserve, ce qui figure clairement dans le statut général des militaires, qui est une partie du Code de la défense, et donc une loi de la République, il est clairement stipulé que les militaires sont tenus à des exigences de neutralité et de loyauté. Sans être juriste moi-même, il peut effectivement exister des discernements ou des nuances sur la notion de réserve. À l'évidence, quand on parle d'une tribune qui est publiée sur un site, je le cite, Valeurs Actuelles, avec l'accord, sinon à la demande, des signataires de la tribune, il est évident que l'ampleur et le retentissement médiatique qui en rejaillit attestent très clairement que nous ne sommes pas face à une tribune qui a vocation à rester dans un cénacle extrêmement restreint. Il y avait donc une volonté affichée de la part des instigateurs de cette tribune de lui donner une forte publicité. Et donc, à l'évidence, le devoir de réserve, il est violé dans ces conditions. Ensuite, sur la question que vous posez des élections, nous vérifierons très en détail. Ma compréhension est qu'un militaire d'active qui souhaite se présenter à des élections nationales ou locales peut le faire selon certains critères, mais en demandant l'accord préalable de ses autorités pour le faire, qui peut ou pas donner suite à cette demande, et auquel cas, le temps de la campagne électorale, cette personne est placée en détachement d'office et n'a donc plus de lien opérationnel avec le ministère des Armées. Et concernant les personnes qui sont à la retraite, je vérifierai ce point, mais il me semble que là aussi, il y a à tout le moins un devoir d'information aux autorités hiérarchiques du ministère pour informer de la volonté de se présenter à une élection. Donc, de façon manifeste, il n'y a pas de doute pour le ministère des Armées que les signataires de cette tribune ont enfreint le principe de neutralité et le devoir de réserve attaché au statut de militaire. Alors, peut-être une question en audio et on revient à vous ensuite, Monsieur Barotte. Monsieur Barotte, donc. Précision, un général en retraite, vraiment en retraite, peut-il encore se prévaloir de ce grade général ou pas? Je comprends que quand vous dites en retraite, veut dire pas en deuxième section. C'est le cas. Alors, un général strictement en retraite peut, je vérifierai ce point, mais je pense, se prévaloir
de son grade de général, de même que si vous avez été, ce n'est pas un général, mais par exemple un capitaine, vous pouvez accoler ce grade à votre nom. Par contre, il ne pourra pas mentionner qu'il est en deuxième section, puisqu'il est désormais, dans le cas que vous présentez, à la retraite. Je ne sais pas si je suis très clair. Concrètement, vous ne pouvez pas signer un document général, entre parenthèses, 2S. Vous mettez général, entre parenthèses, ER, en retraite. Mais si je peux compléter, ça veut dire que ces officiers généraux, s'ils sont radiés au terme de la procédure, pourront toujours signer une tribune en disant général, quelque chose, et pas 2S. Si ces généraux en deuxième section étaient radiés, quelles seraient les conséquences concrètes pour eux? La première conséquence, c'est évidemment qu'ils ne sont plus en deuxième section, donc ils ne sont plus rappelables dans l'armée d'active. La deuxième conséquence, c'est qu'ils n'ont plus le droit de porter l'uniforme, parce qu'ils ont été radiés pour des raisons disciplinaires. La troisième, c'est qu'ils n'ont plus de carte d'identité militaire. La quatrième, c'est qu'ils n'ont plus de carte de circulation SNCF. Et enfin, si je puis le dire, il y a aussi une part d'honneur qui s'en va quand on ne peut plus faire partie de la deuxième section pour des raisons disciplinaires. Donc, pour être très concret, nous vérifierons ce point, mais oui, selon ma compréhension, on peut s'appeler général X, mais pas général en deuxième section. De même que si vous étiez capitaine de l'armée de terre il y a 20 ans et que vous êtes en retraite, vous n'avez plus de lien avec l'institution, eh bien, pardon pour cet exemple, mais sur un avis funéraire, par exemple, vous pouvez mentionner le grade que vous occupiez quand vous étiez dans l'armée. Pour rester là aussi sur les conséquences, déjà, je voulais savoir aussi si le fait de porter l'uniforme à des cérémonies, avoir accès aussi à des cercles d'officiers, et encore plus loin, sur la pension, est-ce qu'il y a des conséquences? On a vu qu'il y en avait déjà beaucoup, que c'était vexatoire, humiliant, ça touchait à l'orgueil de ces hommes, mais voilà, jusqu'où vraiment ça va? Les généraux en deuxième section qui bénéficiaient on dit comme ça, solde de réserve, d'une solde, du jour où ils sont radiés des services, bénéficient d'une pension. Le terme est différent. La retraite en langage civil. C'est la retraite en langage civil. Donc, pour être très concret, les gens continuent à être payés. Ce n'est pas la même dénomination. Ça emporte quelques différences fiscales que je ne détaille pas ici, qui sont très marginales, sincèrement, mais les gens sont payés de la même façon. Et sur les accès, sur les apparats aussi, vous parlez de signature. Donc, mais, donc l'uniforme, c'est non. L'uniforme, c'est non. C'est ce que j'ai dit en premier point à M. Barotte. Ils n'ont plus le droit de porter l'uniforme. Puisque vous souhaitez être précis, si vous êtes un général à la retraite, donc plus en deuxième section, mais à la retraite, et que vous êtes à la retraite à votre demande, par exemple, vous pouvez porter l'uniforme. Si vous êtes mis à la retraite pour des raisons disciplinaires, ce dont on parle ici, vous n'avez plus le droit de porter l'uniforme. Et sur les accès à des cercles d'officiers, des emprises... on peut, a priori, quand bien même, après avoir été radié, bénéficier d'un accès au MES, d'un accès au service de santé des armées ou à l'action sociale des armées. Les sanctions que j'ai évoquées et qui sont emportées par une décision de radiation sont déjà lourdes, je tiens à le signaler. Y aurait-il d'autres questions? Monsieur Dugénie. On a vu récemment un militaire qui a été radié pour appartenir à une mouvance néo-nazie. Vous vous souvenez de ça, bien sûr. Une cinquantaine de militaires avaient été répertoriés par nos confrères de Mediapart. Un avait été radié, d'autres avaient été sanctionnés. Au-delà de ces cas et au regard de cette tribune, est-ce que vous craignez que cela puisse décomplexer ou libérer une forme de parole au sein des armées, une parole politique des rangs des armées, où le chef d'état-major des armées a dit qu'il n'était pas là pour sonder les cœurs, mais on le sait, puisque des études le montrent, qu'il y a des idées plutôt à droite au sein des armées. Est-ce que vous craignez que cette tribune puisse créer un appel d'air ou libérer une forme de parole politique? Oui, et le chef d'état-major des armées a également dit que l'armée était républicaine et au service de la nation.
Donc, les cas dont nous parlons sont des cas isolés. Les gens qui sont au combat, qui sont engagés dans des opérations, qui sont impliqués dans leur travail, sont pour l'immense majorité extrêmement éloignés de l'esprit, en tout cas sur la forme de cette tribune. Et pour le reste, encore une fois, les croyances et les opinions sont libres en France. Ce qui n'est pas accepté, ce qui n'est pas acceptable pour un militaire, c'est de faire état publiquement en accolant son statut de militaire à ses croyances, à ses idéologies, mais chacun peut penser ce qu'il veut. Le tout est de ne pas en faire état publiquement en mettant en avant son statut de militaire. C'est ce qui a été fait avec la signature de cette tribune. Une dernière question sur ce sujet. À l'audio, on me dit que non. Je vous propose donc de passer à notre ordre du jour et de commencer par les autres points d'actualité du ministère des Armées. Premier point d'actualité, nous avons hier communiqué sur ce point, la réussite d'un tir de M51, sans charge militaire évidemment, depuis le centre des Landes de DGA Essai de missiles à Biscarrosse. Donc, une opération conduite par la DGA en coopération avec les personnels du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et évidemment des partenaires industriels concernés. Ce missile a été suivi pendant toute sa phase de vol, pendant plusieurs centaines de kilomètres, par des moyens de la DGA. La zone de retombée du missile était située en Atlantique Nord, à plusieurs centaines de kilomètres de toute côte. C'est le 10e tir d'essai pour le missile M51. Cet essai, il avait pour objet de maintenir au niveau de stricte suffisance les capacités de notre composante océanique de dissuasion. Sur les 10 précédents tirs, 5 ont eu lieu comme celui-ci depuis le centre de la DGA à Biscarrosse, et les autres ont eu lieu directement depuis des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. La réussite de ce 10e tir atteste de l'excellence industrielle des acteurs impliqués dans le programme M51. Je rappelle que la dissuasion est la clé de voûte de notre stratégie de défense. C'est une stratégie purement défensive qui a pour but d'empêcher tout adversaire de porter atteinte aux intérêts vitaux du pays. Je rappelle que dans le cadre de la loi de programmation militaire, conformément aux orientations de la revue stratégique, les 2 composantes de la dissuasion sont évidemment confortées. 25 milliards d'euros sont consacrés à la dissuasion sur la période 2019-2025. Et dans le projet de loi de finances de 2021, ce sont 5 milliards d'euros prévus pour la dissuasion. Deuxième fait d'actualité, une nouvelle levée de fonds pour la start-up Unseen Labs. Nous en avions déjà parlé, c'est une start-up rennaise qui est déjà soutenue par le ministère des Armées et qui, lors de cette deuxième levée de fonds, bénéficie à nouveau de Definvest, qui est donc le fonds d'investissement du ministère des Armées opéré par BPI France et la DGA. Cette start-up rennaise, c'est la leader européenne de l'interception des signaux radio depuis l'espace. Cette entreprise a été fondée en 2015 et concrètement, son cœur de métier, c'est identifier des signaux électromagnétiques, des ondes émises par les navires, technologie qu'on peut embarquer sur des nanosatellites. Et donc, à quoi ça sert ? Ça sert à géolocaliser de manière extrêmement précise et en temps réel tel ou tel navire au milieu de l'océan, au kilomètre près. La première levée de fonds impliquait 7,5 millions d'euros. Definvest était investisseur aux côtés de la société Nexeia, devenue Emeria, et du fonds régional breton BrazeUp. Cette nouvelle levée de fonds permettra d'accélérer le déploiement de la constellation de 20 à 25 nanosatellites d'ici à 2025, qui donc embarqueront la technologie dont je viens de parler, et ça sera évidemment un soutien, une aide, un moyen complémentaire de pouvoir géolocaliser des navires. Je cite les investisseurs de cette deuxième levée de fonds aux côtés de BPI France et de la DGA matérialisée par le fonds d'investissement Definvest. 3 nouveaux investisseurs, 360 Capital, Omnes Capital et Blue Oceans. Troisième point d'actualité, un anniversaire, les 3 ans de la direction de la maintenance aéronautique. Vous vous souvenez de cette orientation extrêmement forte que la ministre des Armées avait prise dès son arrivée à l'hôtel de Brienne, qui consistait à rehausser très significativement le taux de disponibilité des aéronefs du ministère des Armées. Nous sommes donc 3 ans après, et c'est un bon moment pour faire le bilan, et en l'espèce, constater que les effets produits par la création de cette direction de la maintenance aéronautique sont très positifs.
La direction de la maintenance aéronautique, c'est l'organe au sein du ministère des Armées chargé d'organiser, de contractualiser les prestations de maintien en conditions opérationnelles de nos avions, de nos hélicoptères, de nos drones. Alors de ceux du ministère des Armées, mais en fait globalement de ceux de l'État, y compris les douanes, la gendarmerie nationale, la sécurité civile. C'est donc 1140 aéronefs dont s'occupe la direction de la maintenance aéronautique. Cette direction, c'est 1300 civils et militaires, dirigés par l'ingénieur général de l'armement Monique Legrand-Laroche, avec l'objectif d'accroître la disponibilité des aéronefs pour voler plus. Évidemment, ce travail, il est fait de concert avec les mécaniciens, des unités militaires, de l'armée de l'air et de l'espace, de l'armée de terre. Et je voudrais donner quelques chiffres pour illustrer ce qui est un succès de la réforme du maintien en conditions opérationnelles sur différentes flottes. Donc, quelques exemples. Sur le Rafale, la flotte Rafale, en février 2020, 70 appareils étaient disponibles. Un an plus tard, en février 2021, 82 appareils sont disponibles. Sur l'A400M, dont on a beaucoup parlé, en termes peu laudatifs sur sa disponibilité, en 2017, 3 appareils étaient disponibles. En 2021, 6 appareils sont disponibles. Le Fennec, en 2018, les Fennec volaient en moyenne chacun 2500 heures de vol par an. En 2020, ils volent 5000 heures de vol par an, le double. L'Atlantique 2, dont on avait aussi beaucoup parlé pour la durée des visites de maintenance, qui était extrêmement longue. 42 mois pour un arrêt technique majeur sur un avion Atlantique 2 en 2015. En 2020, ce délai a été réduit à 20 mois de visite. Évidemment, des visites moins longues, donc des appareils plus disponibles et des appareils qui peuvent voler plus. L'hélicoptère Tigre, 26% des appareils étaient disponibles en 2017, très faible. En 2020, 31%. Ça reste faible, mais c'est une augmentation de 20% du taux de disponibilité du Tigre. Sur la flotte Cougar Caracal, en 2017, 25% des appareils étaient disponibles, et en 2020, 42% des appareils sont disponibles. C'est un chantier complexe, c'était un chantier ambitieux, c'est un chantier qui commence à porter ses fruits. Les 1300 personnels de la DMAE sont impliqués comme jamais pour faire voler davantage nos aéronefs, et les premiers résultats concrets, nous les voyons. Je souhaiterais désormais que nous puissions diffuser un clip vidéo qui illustre cette action. Dans un contexte géostratégique instable et face à la multiplication des menaces, de nature et d'intensité variables, notre pays a besoin d'armées modernes et prêtes à l'engagement. Le maintien en conditions opérationnelles est primordial, car il conditionne notre capacité à agir. La direction de la maintenance aéronautique, DMAE, rattachée directement au chef d'état-major des armées, a la responsabilité du soutien de l'ensemble des avions, hélicoptères, drones et équipements de mission pour les 7 principaux exploitants aéronautiques de l'État. Au total, il s'agit de 1140 appareils de 44 types et générations différents, souvent employés dans des conditions dégradées et pouvant subir des dommages au combat. Elle regroupe 1200 femmes et hommes, civils et militaires, dont la diversité des profils, des métiers, des parcours, constitue sa richesse et son expertise technique. Au cœur de la relation État-industrie, dans le domaine du maintien en conditions opérationnelles aéronautiques, la DMAE dispose d'une vision globale sur l'ensemble des prestations et actions nécessaires à la mise en vol d'un appareil, des sites industriels, jusqu'au théâtre d'opération. Elle contractualise et coordonne la maintenance des appareils depuis leur développement jusqu'à leur démantèlement. L'ambition est de garantir la disponibilité des matériels à coût maîtrisé, en s'appuyant sur une relation rénovée avec des industriels partenaires pour mieux les responsabiliser à travers des contrats dits verticalisés. La verticalisation consiste à regrouper plusieurs marchés et prestations sous la responsabilité d'un même titulaire, couvrant un périmètre global sur une longue durée pour une flotte donnée. Chaque appareil est composé d'une multitude de pièces et d'éléments, fournis par une chaîne industrielle. Par ailleurs, la DMAE déploie des guichets logistiques. Ces plateformes, directement reliées aux forces, constituent le point d'entrée unique pour la réception des pièces et pour la restitution du matériel en mauvais état. Elles mettent en place également des plateaux d'échange ouverts à l'ensemble des acteurs pour améliorer les synergies État-industrie.
Tous ces changements permettent de gagner en efficacité, à la fois en interne et externe, tout en facilitant le partage d'expertise et savoir-faire des domaines civils et militaires. Les premiers résultats sont visibles. Pour exemple, les Fennec, hélicoptères légers et polyvalents de l'armée de terre, sont passés en un an de 2500 à 4900 heures de vol. D'autres contrats verticalisés ont été lancés avec des résultats prometteurs, comme le chasseur Rafale, les hélicoptères Cougar et Caracal ou l'avion de patrouille maritime Atlantique 2. La DMAE a entrepris un grand chantier de transformation numérique et digitale, avec des systèmes d'information fiabilisés et modernisés. Elle s'approprie les nouvelles technologies comme l'impression 3D ou encore la réalité augmentée. La direction prépare également un nouveau système de maintenance prédictive ayant recours à l'intelligence artificielle, afin d'améliorer encore la disponibilité et la sécurité dans l'avenir. Voilà ce clip pour illustrer ce qu'est l'action de la direction de la maintenance aéronautique. Quatrième point d'actualité, la participation de la force maritime européenne, ce qu'on appelle EUROMARFOR, à l'occasion d'un exercice de guerre des mines qui s'appelle Spanish Minex 21, en Méditerranée. Alors, la force maritime européenne, c'est une force maritime qui regroupe 4 pays, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. C'est une force maritime non permanente et qui peut agir sous le commandement soit de l'Union européenne, soit de l'OTAN, de l'ONU, voire sur simple accord entre les nations concernées. Le commandement de cette force maritime européenne est assuré par la France depuis septembre 2019, et cette force EUROMARFOR est activée depuis le 24 avril dernier, on voit la photo, dans le port de Port-Mahon à Minorque, en Espagne. Et cette force EUROMARFOR participe depuis le 26 avril à un exercice international de guerre des mines, Spanish Minex 21. Cet exercice rassemble, outre EUROMARFOR, un groupe de l'OTAN qu'on appelle le Standing NATO Mine Countermeasures Task Group 2 et d'autres nations. Les forces françaises impliquées sont notamment un chasseur de mines tripartite, le chasseur de mines Capricorne. Cette activation d'EUROMARFOR, au cours de cet exercice, permet d'accroître la coopération entre les 4 nations, à s'entraîner dans le domaine de la guerre des mines, et notamment de s'entraîner dans des conditions réalistes, à réduire le risque mine en présence d'une menace asymétrique. 5e point d'actualité, un parrainage, le parrainage de la frégate multimission Normandie par le département de la Seine-Maritime. Ces partenariats, que permettent-ils? Renforcer le lien entre les citoyens et les forces armées, notamment favoriser l'éveil des plus jeunes aux questions de défense et d'initier l'apprentissage et la citoyenneté. Ce partenariat se déroule dans un cadre qui est celui des autres partenariats qui unissent des forces armées avec des villes ou des collectivités locales. C'est un cadre qui est fixé par l'Association des villes marraines des forces armées, l'AVMFA. Le département de la Seine-Maritime rejoint ainsi les 160 collectivités territoriales qui chacune parrainent une unité opérationnelle des forces armées. La FREM Normandie, vous vous en souvenez, elle est en service depuis juin 2020, c'est la 6e de nos frégates multimissions, elle est basée à Brest, elle mesure 140 mètres de long, 20 mètres de large et elle a un équipage de 109 marins. Et la Normandie porte évidemment le nom d'une région de France comme les sister ships, les 7 autres FREM. Autre point d'actualité, l'annonce que nous faisons aujourd'hui des lauréats de l'hackathon dédié aux questions énergétiques. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines. Il a été organisé fin mars, les 29 et 30 mars dernier, par la délégation à la transformation et à la performance ministérielle, la DTPM, en lien avec la direction des affaires financières, le service des infrastructures de la défense, le centre DGA maîtrise de l'information et l'état-major des armées. Le ministère a donc organisé son premier hackathon qui fait suite, et c'était une annonce de Florence Parly, à la stratégie énergétique de défense. Nous avons 226 participants qui se sont joints à ce défi. Ils ont constitué 54 équipes. Alors, c'était des étudiants, des spécialistes de la donnée, et des civils et des militaires du ministère des Armées, qui ont relevé le défi pendant une semaine. L'objectif de ce défi, c'était de mieux évaluer les menaces qui peuvent peser sur notre système énergétique, notamment les menaces numériques, et la façon dont des personnes malveillantes peuvent récupérer des données associées aux énergies.
Je ne reviens pas en détail dessus, mais si on est capable de se brancher sur un réseau d'électricité et d'identifier les consommations électriques à tel ou tel endroit, eh bien, on peut en déduire une activité opérationnelle, et donc on veut se prémunir de ces risques-là. Donc, les travaux de ces équipes ont permis de dresser un premier état des connaissances, des risques liés à l'énergie au ministère des Armées. Alors, les lauréats externes au ministère, quels sont-ils? Le premier prix est une équipe de Télécom Paris et de l'ENSTA Bretagne, une école sous tutelle de la DGA. Les deuxième, troisième et quatrième prix sont tous remportés par des équipes de l'EPITA, une école spécialisée en informatique. Il y a des lauréats internes, puisque plusieurs participants internes au ministère des Armées se sont prêtés au jeu. La première place est remportée par une équipe de la DMAE, dont nous venons de parler juste avant. La deuxième par l'ESID de Brest, donc l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Brest. Et troisième place ex aequo, une équipe du service de l'énergie opérationnelle, de l'état-major des armées, et une équipe du service du commissariat des armées. Voilà, les lauréats de ces prix remportent des bons d'achat. Je vous renvoie vers le site internet du secrétariat général pour l'administration qui détaille tout cela. Autre point d'actualité, la remise d'une médaille importante, la médaille Deakin à Luck. Luck est un Malinois, un chien malinois du commando Kiefer. Cette médaille a été reçue à titre posthume donc par ce chien le vendredi 23 avril 2021. Ce chien du commando Kiefer, Luck, est mort en opération le 2 mai 2019. Et cette médaille lui a été remise pour honorer sa bravoure en service. Ce prix, il est remis par une association britannique qui s'appelle People's Dispensary for Sick Animals. Et depuis la création de cette médaille Deakin, Luck n'est que le 3e animal français à la recevoir. Cette remise des médailles, elle a eu lieu à Lorient, sur la base des fusiliers marins et commandos, évidemment en comité restreint, à cause du contexte. Ce chien Luck était né en septembre 2013. Il avait rejoint la division K9 du commando Kiefer, qui est une des 7 unités de forces spéciales au sein de la Marine nationale, en juillet 2015. Et Luck a servi pendant 4 ans comme chien d'attaque et de détection d'explosifs. Luck était particulièrement spécialisé en détection d'explosifs et d'engins explosifs improvisés. Il était aussi formé au parachutage, à la nage de combat ou au hissage sur les navires. Il a été déployé au Sahel en mars 2019 et ses actions ont permis de sauver la vie de plusieurs commandos marines. Sa dernière mission a eu lieu en mai 2019. Lors d'une action de combat, il a été tué par un ennemi que seul Luck avait permis de déceler. Lorsque Luck a été rapatrié, une haie d'honneur a été formée en signe de respect et de gratitude pour sa contribution exceptionnelle sur le champ de bataille. Voilà qui conclut les points d'actualité de la semaine. Je vous propose de passer dorénavant à l'agenda des ministres Florence Parly et Geneviève Darrieussecq. Aujourd'hui, jeudi 29, ce matin, la ministre des Armées s'est entretenue avec son homologue australien, son nouvel homologue, M. Peter Dutton. Évidemment, au menu des discussions, le programme de sous-marins, des 12 sous-marins, le Future Submarine Programme, acronyme FSP. Souvenez-vous, la ministre s'était rendue à Cherbourg il y a quelques semaines avec l'ambassadrice australienne en France pour rencontrer les équipes franco-australiennes qui travaillent à la conception et à la réalisation de ces sous-marins. Elle y avait constaté la grande qualité d'intégration entre les équipes. Évidemment, France et Australie demeurent profondément engagées pour mener à bien ce projet. Je rappelle aussi les enjeux géostratégiques, l'Indo-Pacifique, quasiment 2 millions d'habitants, 9 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive. C'est donc une zone dans laquelle nous sommes particulièrement impliqués. Et l'Australie est un partenaire essentiel de la France pour préserver la sécurité et la stabilité maritime dans la région. En début d'après-midi, la ministre est partie à Bordeaux pour 2 séquences, en compagnie de Madame Darrieussecq. D'abord, la visite du centre de vaccination de Mérignac, qui est installé dans une salle de spectacle de la commune, et ce centre ouvre aujourd'hui. C'est le 3e pôle de vaccination dont la logistique sera gérée par des militaires. Il y avait eu le pôle militaire de vaccination d'Olivet, qui avait ouvert le 12 avril, à côté d'Orléans, celui de Dijon, qui a ouvert le 28 avril, et donc aujourd'hui Mérignac. À Mérignac, ce seront 55 militaires qui proviennent de plusieurs bases aériennes en métropole, qui seront engagés 5 à 6 jours sur 7, de 9h à 18h, pour gérer les flux de personnes, les moyens informatiques,
le matériel de base et s'assurer que le personnel soignant puisse vacciner dans de bonnes conditions les personnes qui se présenteront à la vaccination. Deuxième temps fort de cet après-midi, l'inauguration par la ministre des Armées d'un data center de la DIRISI, qui est la direction des systèmes d'information et de communication du ministère des Armées. Alors nous avons 4 gros data centers au ministère des Armées, un à Bordeaux, donc, qui fait l'objet de cette inauguration, un à Suresnes, un à Rennes et un à Toulon. Chacun de ces data centers héberge des données de tout type, des données d'ordre administratif, technique, opérationnel, par exemple des éléments relatifs à la paye des personnels, des éléments relatifs à des simulations numériques qu'on peut mener pour valider des opérations d'armement, par exemple des données de cartographie pour mener des opérations sur le terrain. Ce sont donc des données qui sont toutes sensibles, voire extrêmement sensibles, et donc ces lieux sont extrêmement surveillés et extrêmement protégés. La zone qui est inaugurée par la ministre aujourd'hui, 600 mètres carrés, complètement insérée dans une cage de Faraday. Une cage de Faraday, c'est une enceinte étanche aux ondes. Et pour vous donner un exemple du niveau de sécurité qui est associé à ce data center, si toutefois une impulsion électromagnétique d'origine nucléaire devait survenir dans l'environnement de ce data center, eh bien ce data center y résisterait. Je ne sais pas si vous avez vu le film qui, je crois, s'appelle Rock. Il y a dedans ce type d'exemple d'explosion et vous voyez tous les systèmes électroniques tomber en shutdown. Eh bien, c'est précisément ce qu'on veut éviter avec ce nouveau data center. Data center qui, par ailleurs, est éco-responsable puisqu'il y a des dispositifs de récupération de l'énergie. Ça dégage énormément de chaleur et donc on se sert de cette chaleur pour chauffer des locaux annexes. Demain, vendredi 30, la ministre se rendra dans le Larzac, au sein de la 13e demi-brigade de Légion étrangère. C'est la deuxième fois que la ministre se rend à la rencontre des militaires de ce régiment de la Légion étrangère. Elle s'y était déjà rendue en 2018. Il y a plusieurs séquences au programme. La première séquence, c'est aussi un anniversaire, c'est la célébration de la cérémonie de Cameron. Cameron, vous le savez, c'est en quelque sorte la fête des légionnaires. Le 30 avril 1863, une bataille a opposé 65 légionnaires à 2000 soldats mexicains. À la fin de ce combat, seuls 3 légionnaires survivants continuaient à combattre et ils ont été épargnés pour leur bravoure. Donc pour nos légionnaires, c'est un souvenir historique, mais pas seulement. C'est aussi un épisode constitutif de l'identité des légionnaires. Et donc tous les 30 avril, dans chaque régiment de la Légion étrangère, un légionnaire lit le récit de ce combat de Cameron. Deuxième séquence, l'inauguration d'un nouveau bâtiment, un bâtiment pour l'état-major, ainsi que la présentation de nouveaux matériels de l'armée de terre. La 13e DBLE a été récemment dotée de nombreux matériels au titre de la loi de programmation militaire. La 13e DBLE a par exemple reçu 12 Griffons, elle devrait en recevoir 20 d'ici la fin de l'année, des nouveaux pistolets Glock, des nouveaux fusils, des nouveaux casques, des nouveaux treillis. Donc ces livraisons, c'est l'illustration très concrète que la loi de programmation militaire délivre et fournit à nos militaires des équipements petits et gros, du quotidien ou de haute intensité. Enfin, un temps important, puisque la ministre remettra un décret de naturalisation à 3 légionnaires. 3 légionnaires qui en ont fait la demande et qui consacrent cette naturalisation, un engagement très profond au service de la France. À son retour, demain soir, la ministre présidera un comité ministériel d'investissement. La semaine prochaine, mardi 4, la ministre Florence Parly s'entretiendra avec 4 organisations syndicales du ministère des Armées, la CFDT, FO, l'UNSA et la CGT. Elle participera ensuite aux questions d'actualité au gouvernement, à l'Assemblée nationale, puis elle enchaînera une audition à l'Assemblée nationale consacrée aux perspectives de la loi de programmation militaire. Le même jour, le mardi 4, la ministre déléguée, Madame Darrieussecq, annoncera le matin à 9h30, lors d'un webinaire, les lauréats d'un appel à projet du ministère sur l'innovation numérique au service du tourisme de mémoire. Favoriser le tourisme de mémoire et son essor, c'est un axe important de la politique mémorielle du ministère des Armées, et cela contribue au lien entre les armées et la nation, et évidemment aussi au rayonnement de la France à l'étranger. Le lendemain, mercredi 5, la ministre se rendra à l'Assemblée nationale pour un débat en séance publique sur la loi de programmation militaire
et ce que ça veut dire pour l'autonomie, la souveraineté de la France. Le lendemain, jeudi 6, la ministre participera au Conseil des affaires étrangères en format défense de l'Union européenne. Ce conseil portera sur le volet gestion de crise de la boussole stratégique. Ces travaux s'inscrivent en préparation de la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022, présidence lors de laquelle la boussole stratégique devrait être adoptée. Je vous le rappelle, cette boussole stratégique, c'est une sorte de livre blanc européen qui fait un état des lieux des menaces auxquelles le continent et l'Union européenne pourraient avoir à faire face, et donc les façons de s'y prémunir et de s'y préparer. Le même jour, la ministre déléguée, Madame Darrieussecq, se rendra au 3e régiment, au 3e régiment, je dis bien, du service militaire volontaire de La Rochelle. Excusez-moi, j'ai un doute sur le R de RSMV. Bon. Sur un centre qui héberge une entité qui fait du service militaire volontaire à La Rochelle, et elle inaugurera un bâtiment dédié au service des pensions et des risques professionnels. Voilà, j'en ai terminé pour l'agenda des deux ministres. Auriez-vous des questions? Monsieur Barotte. J'ai une question sur data center à Bordeaux. Est-ce que les autres data centers sont aussi enserrés dans des cages de Faraday pour les protéger? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que ça veut dire qu'à Bordeaux, il y a des données plus sensibles qu'ailleurs, et donc une protection supérieure? Merci. Ce data center, il représente un investissement de 16 millions d'euros, et il vient clôturer un plan de 100 millions d'euros d'investissement pour remettre à niveau nos 4 gros data centers. Donc les 3 précédents, ils ont bénéficié eux aussi d'une mise à hauteur et donc bénéficient des mêmes dispositions de sécurité que j'ai évoquées. Sur la question que vous posiez de données plus sensibles ou pas, je ne réponds pas, mais ce que je vous dis, c'est que, évidemment, vu l'importance de ces données, il y a un principe dans les armées bien connu, c'est celui de la redondance. Et donc, si des données sont stockées quelque part, ça veut dire qu'à un autre endroit, elles sont aussi stockées, pour que s'il y a un problème à un endroit A, on puisse se rapatrier sur l'endroit B. Donc oui, il y a des données très importantes, mais il n'y a pas que là. Voilà. Y aurait-il d'autres questions sur l'agenda de la ministre? Allô, est-ce que vous m'entendez? Parfaitement bien. Merci beaucoup, Didier Loras à l'AFP. J'ai une petite question à vous poser, pour revenir sur l'essai du M51. Est-ce que vous pouvez éventuellement confirmer que cet essai a permis d'avancer sur les efforts de la France pour se doter d'une arme hypersonique? Est-ce que éventuellement la version qui a volé serait une nouvelle version du missile, ou est-ce qu'elle a emporté avec elle le VMAX? Merci. Il n'y avait pas de corrélation entre ce vol et les travaux qui peuvent être faits par ailleurs sur des démonstrateurs hypersoniques. Ce 10e tir de M51, il s'inscrit dans une stratégie de validation des capacités technologiques du missile M51. Je rappelle que le principe selon lequel le missile M51 est développé et amélioré, c'est un principe incrémental. Et nous nous préparons au milieu de la décennie 2020, donc peu ou prou en 2025, à avoir un nouvel incrément du missile M51 qu'on appellera M51.3. C'est pas de cela qu'il s'agit avec ce vol, mais il s'inscrit dans une feuille de route technologique que je viens de vous décrire. Voilà, par ailleurs, je rappelle que la ministre avait annoncé en février 2021 le lancement en réalisation du SNLE de 3e génération, et toujours sur ces aspects dissuasion, le renouvellement du missile ASMP et un tir d'essai d'ASMP à rénover qui a eu lieu en décembre 2020, et une prochaine mise en service dans les forces aériennes stratégiques de l'armée de l'air et de l'espace, et dans la force aéronavale nucléaire de la Marine nationale. Voilà pour le tir du M51. Y aurait-il d'autres questions? Très bien. Nous allons pouvoir dorénavant passer au focus thématique de ce point presse. Nous avons le plaisir de recevoir le colonel Arnaud, qui est le chef du bureau géographie, hydrographie, océanographie et météo, du commandement pour les opérations interarmées, et l'ingénieur en chef de l'armement Laurent, qui est le directeur adjoint de l'unité de management ESIO au sein de la direction des opérations de la direction générale de l'armement. Je vais avoir un très court propos introductif avant de leur céder très amicalement la parole. Peut-être quelques notions de base sur la géographie. Évidemment, la géographie, c'est une histoire, c'est une tradition pour le ministère des Armées, que ce soit du point de vue, je dirais, de la doctrine ou du point de vue tactique ou opérationnel. Connaître précisément les terrains,
connaître précisément l'environnement humain, faire des analyses spécialisées, faire des représentations cartographiées. On en a un besoin impérieux et vital pour mener nos opérations. Et évidemment, cette géographie militaire, qui nous est propre, elle nous permet d'avoir une autonomie d'appréciation de la situation. Et je rappelle qu'on parle des livres blancs de 2008, de 2013, de la revue stratégique de 2017, de la loi de programmation militaire, chacun de ces documents de haut niveau stratégique a rappelé l'importance d'une fonction stratégique qui est la fonction connaissance et anticipation. Et évidemment, la géographie militaire, elle s'insère dans cette volonté que la France a d'avoir une appréciation autonome de situation. Quelques chiffres clés. 500 militaires et civils travaillent sur les questions de géographie militaire au sein de l'état-major des armées, au sein de la direction générale de l'armement, au sein de l'établissement géographique interarmé qui est basé à Creil, d'un régiment de l'armée de terre qui s'appelle le 28e groupe géographique basé à Haguenau, et de l'élément géographique air et marine. Tous ces entités et ces 500 militaires et civils, ils travaillent sur la géographie militaire. Si on élargit un peu le scope et qu'on prend en compte l'hydrographie, l'océanographie, la météo, il y a 1000 personnels du ministère des Armées qui travaillent sur ces questions. Il y a ensuite un certain nombre d'établissements satellites ou partenaires qui travaillent sur ces questions. Un établissement qui dépend directement du ministère des Armées, c'est le CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine, 500 personnes. Météo France, 2500 personnes, et l'Institut géographique national, 1500 personnes. Ces trois établissements sont des établissements publics administratifs, un qui est sous notre tutelle, le CHOM, et les deux autres qui ne sont pas sous notre tutelle, mais au conseil d'administration desquels nous avons un représentant. Et évidemment, il y a des protocoles et des conventions entre le ministère et ces établissements publics. Un ordre de grandeur budgétaire. Pour la géographie militaire, entre 2019 et 2023, la loi de programmation militaire consacre 450 millions d'euros sur cette thématique, en investissement, en équipement. En termes de volume de données, on parlait des data centers juste avant, le volume du patrimoine géographique militaire, aujourd'hui, c'est 150 téraoctets. Et évidemment, ces chiffres croissent. Et en termes de nombre de produits, alors des cartes papier, des cartes numériques, d'autres produits dont on va vous parler juste après, 270 000 produits au sein du ministère des Armées. Voilà, j'en ai terminé et je passe la parole au colonel. Mon colonel ? Je vous remercie. Il y a 4 ans, mois pour mois, en avril 2018, avec ses alliés américains et britanniques, la France menait une opération de rétorsion en Syrie, mise en œuvre par des composantes aériennes et navales. 12 missiles de croisière ont pu atteindre les objectifs assignés avec la précision requise grâce aux données géographiques embarquées. Cet exemple illustre les multiples volets et de l'indispensable soutien apporté par la géographie militaire. Alors, comme a été présenté en introduction, cette géographie militaire constitue l'un des 4 piliers du domaine, de l'aptitude interarmée, comme géographie, hydrographie, océanographie, météorologie. Avant de détailler l'aspect géographie, l'hydrographie et l'océanographie ressortissent spécifiquement de la marine, dont le service hydrographique et océanographique, le CHOM, constitue un acteur clé. La météorologie, quant à elle, innerve l'ensemble des opérations, et le centre interarmé de soutien météo-océanographique des forces, stationné à Toulouse, colocalisé avec Météo France, assure l'indispensable relais avec cet établissement public et les armées. Les interactions entre ces 4 domaines sont évidentes. À titre d'exemple, les opérations amphibies nécessitent une parfaite connaissance du littoral et de la météorologie du moment. On peut faire la même analogie pour les opérations aéroportées. Et enfin, déterminer la praticabilité des axes routiers s'avère indispensable pour la manœuvre aéroterrestre, surtout lors de la saison des pluies, comme en zone sahélienne. Alors, domaine transverse, la géographie militaire vise à fournir des données, des produits, des informations nécessaires aux forces armées pour la compréhension de l'environnement géographique, pour la préparation et la conduite des opérations. Il repose avant tout sur un socle de compétences humaines et de capacités techniques qui a beaucoup évolué depuis Baclé d'Albe, cartographe, proche, comme son ombre, de Napoléon Ier.
Rappelons d'abord la double finalité qui est de connaître et de comprendre l'environnement pour aider à la prise de décision. C'est ensuite l'objet de pouvoir appuyer la manœuvre, qui est le pilier principal de cette géographie militaire, incluant le positionnement, la navigation dans les 3 dimensions et l'utilisation des armes au combat, avec l'exemple évoqué en introduction. Aujourd'hui encore plus qu'hier, l'information géographique irrigue l'ensemble des opérations, de la veille stratégique à la conduite des opérations, en passant par la planification opérationnelle, dont l'un des référents est le commandement pour les opérations interarmées, le CPOIA, auquel est rattaché le Bureau géographie, hydrographie, océanographie, météorologie. Comme centre militaire directeur de la géographie militaire, sous tutelle du CPOIA, l'établissement géographique interarmé, basé à Creil, est le relais vers l'ensemble des acteurs de la géographie militaire, notamment avec le 28e groupe géographique, qui relève de l'armée de terre, et l'élément géographique air-marine de l'armée de l'air et de l'espace. Alors, au-delà de l'usage traditionnel des produits géographiques pour les forces, comme la cartographie, à laquelle on pense au premier abord, les levées topographiques sont nécessaires pour le recalage des positions ou de centrales inertielles et la préparation de missions. 80% à 90% des systèmes d'armes utilisent de l'information géographique qui contribue en grande partie à leur efficacité opérationnelle. Parmi d'autres, citons l'usage de modèles numériques de terrain, de modèles 3D, d'infrastructures comme cible potentielle, la connaissance d'obstacles à la navigation aérienne, et enfin l'impression de cartes papier qui reste aussi rustique qu'incontournable dans un environnement tactique dégradé. Dans la course à l'automatisation ou à l'intelligence artificielle constitue un puissant levier d'innovation. La géographie militaire est engagée sur ce terrain, sur ce chantier majeur, comme la détection automatique d'objets géolocalisés. L'enjeu est simple, gagner du temps de saisie et donc de réalisation de bases de données. Le système d'information Géode 4D, qui va vous être détaillé juste après, intègre les domaines de la géographie, de l'hydrographie, de l'océanographie et de la météorologie. Il facilitera l'accès et la diffusion des données et des produits géographiques. Pour élargir le spectre, la France compte parmi les rares pays à disposer d'une chaîne complète depuis l'acquisition d'informations sur le terrain ou depuis l'espace, jusqu'à la production des données et des informations géographiques. Et donc, au-delà du MINARM, cette chaîne géographique repose sur un ensemble d'acteurs institutionnels et industriels. Les besoins à satisfaire excédant la capacité de production interne du ministère, celui-ci sollicite le savoir-faire de l'Institut national de l'information géographique et forestière, l'IGN, pour piloter et qualifier des productions externalisées indispensables afin de disposer d'un patrimoine géographique sur l'ensemble de nos zones d'intérêt. Alors la coopération internationale est donc un enjeu fondamental pour la production des données à l'échelle mondiale. Elle garantit l'interopérabilité et permet de répartir la charge de la production entre les alliés ou entre les partenaires. Ainsi, un programme de coproduction internationale majeur, rassemblant plus de 30 pays, a permis de cartographier 43% des terres émergées au 50 millième. Pour y parvenir, l'accès à l'espace est donc primordial. Qui plus est, il facilite l'actualisation régulière dans un contexte évolutif. Enfin, la prochaine signature d'une nouvelle convention entre l'IGN et le ministère réaffirmera cette relation institutionnelle qui remonte à 1940, puisque l'IGN était l'héritier du service géographique de l'armée, dissous à la même date.
Aujourd'hui, l'IGN est un partenaire donc non seulement historique, mais majeur et de confiance pour notre autonomie en matière de géographie. Je vous remercie de votre attention. Merci, mon colonel. Ce que je propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite sur la présentation de la DGA et qu'ensuite on prenne les questions de manière groupée. Donc, c'est l'ingénieur en chef de l'armement Laurent qui va nous parler de systèmes numériques pour finalement mettre tout cela en musique et comment on est passé de la carte papier aux cartes numérisées. Monsieur l'ingénieur en chef. Très bien, bonjour. Donc, je vais tout d'abord vous parler de Géode 4D, qui est le programme structurant du domaine non seulement de la géographie numérique, hein, comme on l'a indiqué, mais également de 3 autres dimensions. Donc l'océanographie, l'hydrographie et la météorologie. Ça succède à un programme qui s'appelle DNG 3D, qui lui était dédié uniquement à la géographie. Et l'évolution du besoin militaire a conforté le fait qu'on devait bien traiter ces 4 dimensions ensemble. Je vais juste vous donner un exemple qui a déjà été effleuré par le colonel Arnaud. Pour la traficabilité, on va croiser à la fois des données de géographie numérique et des données de météorologie pour savoir si à un instant T, on est capable de faire passer tel ou tel type de véhicule en fonction du terrain. Est-ce qu'il sera meuble? Est-ce qu'on aura une capacité à faire passer tel ou tel type de véhicule de tel poids? Un autre exemple, ça va être de croiser la géographie numérique avec l'océanographie, qui va permettre de savoir si on peut faire tel ou tel débarquement amphibie dans telle ou telle zone de côte. Donc, on considère bien l'ensemble de ces 4 dimensions à l'intérieur du programme. Alors, il est également structurant parce qu'il est appelé à remplacer une 60aine de services actuellement en utilisation dans les armées et à fournir 2 grandes gammes de production. Une première gamme de production liée à des systèmes d'information qui vont exploiter les données, les 4 types de données dont je vous ai parlé, et également, autre filière, alimenter des systèmes d'armes, typiquement des systèmes de préparation de missions pour des avions, pour des missiles ou bien pour des systèmes d'artillerie. Donc, je détaille un petit peu plus ce programme qui est sur 2 composantes. Il y a une première composante qui est liée à toute la production externalisée. Donc, c'est la planche suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est en haut. On a 3 marchés différents qui nous permettent de produire de la donnée. Alors, cette fois-ci, c'est bien de la donnée géographique à ce stade. Je les détaillerai juste après. Donc, ce sont les opérations GeoSocle, GeoMaps et T-Rex. L'autre grande composante du programme Géode 4D, c'est ce qu'on appelle son système d'information, lui-même composé de 3 parties. 2 premières parties que je détaillerai beaucoup moins, qui sont APM 3D, c'est un atelier de production de données de ciblage, et ensuite SOAP, qui est un système de prévision océanographique fourni par le CHOM, notamment. Donc, par contre, la plus grosse partie du système d'information de Géode 4D, c'est ce qu'on appelle le SI Géode 4D, et je le détaillerai un petit peu plus avant. Alors, on est également capable d'intégrer dans le patrimoine de Géode 4D beaucoup de productions d'origine extérieure, notamment qui viennent des établissements publics dont on a parlé, l'IGN, le CHOM ou de Météo France, ou bien des données issues de la coopération internationale, comme cela a été évoqué. Et derrière, donc, il y a également des services de diffusion de cette information dans des contextes différents. Je rappellerai différents types de configurations que peut prendre le programme Géode 4D. Donc, je vais détailler maintenant chacun des 3 marchés de production de données géographiques. Alors, tout d'abord, GeoSocle. Alors, GeoSocle a pour objectif principal de fournir un socle géoréférencé, donc sur le géoïde de référence. On va modéliser la planète Terre avec toutes ses aspérités, ses montagnes, ses vallées, etc., et d'y caler dessus des images le plus précis possible. L'objectif est bien ici de savoir caler très précisément en X, Y, Z différentes données. La précision est absolument indispensable et la maîtrise de cette précision et la maîtrise de la marge d'erreur de ces données fait partie intégrante du programme. En effet, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un système d'artillerie extrêmement précis qui va tirer sur des coordonnées si ces coordonnées elles-mêmes ne sont pas précises. Donc, ce qui fait la précision du coup au but, c'est bien la chaîne de bout en bout entre un système d'armes et puis les données d'environnement géophysique, qu'elles soient par exemple géographiques dans l'exemple que je prends, ou également des données météo, puisqu'un certain nombre de systèmes sont extrêmement performants, mais dépendent en entrée de données, notamment de météo typiquement pour certains missiles, ou même si on reprend l'artillerie, on est sensible au vent, à la force du vent, à l'orientation du vent, qui détermine directement la précision du coup au but. Donc on produit chaque année plusieurs millions
de kilomètres carrés, donc à des résolutions différentes et avec donc des précisions de localisation différentes. Et tout ceci nous permet d'avoir donc un socle de référence sur lequel on va pouvoir cette fois-ci venir indiquer, préciser les informations issues au deuxième marché dont je vais vous faire part, qui s'appelle GeoMaps. Ici, sur GeoMaps, on va chercher à intégrer des données, à représenter des informations sous forme d'objets informatiques, sous forme de vecteurs. Donc ces objets, ça peut être des routes de communication, des lignes électriques, des zones habitables, des zones industrielles, des forêts, etc. Donc on va représenter l'espace géographique sous forme d'informations informatiques qui vont être beaucoup plus facilement manipulables par les systèmes d'information qui vont ensuite les exploiter. Donc ici, on produit, en fonction de la résolution, plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés à plusieurs milliers de kilomètres carrés en fonction de la résolution. Alors évidemment, le plus exigeant, ce sont les plans de ville, des plans de ville au 5 millième, puisque là, on va aller beaucoup plus loin dans les détails et on va avoir besoin de beaucoup plus de puissance de travail pour pouvoir détailler toutes les informations nécessaires, mais qui sont effectivement des produits très attendus par les forces. Le troisième marché, derrière, qui s'appelle Tirex, fait l'objet d'une coproduction internationale à 32 pays. L'avantage qu'on en retire dans cette coopération, c'est qu'en contribuant à hauteur de 6%, contribuant financièrement à hauteur de 6%, on a accès à la totalité de la production. Donc là, on a un effet de levier extrêmement important, puisqu'en se partageant à plusieurs nations l'effort de production, on arrive quand même, en maîtrisant réellement les coûts, à avoir une couverture quasi mondiale de nos zones d'intérêt. Alors, Tirex est basé notamment sur l'exploitation de données satellites radars. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, les radars permettent de passer les nuages et après, ça nous permet également d'avoir des informations précises sur ce qui est le plus difficile à obtenir dans une coordonnée géographique, c'est-à-dire pas le X ou le Y sur le plan, mais c'est bien l'élévation, le Z, qui est souvent le plus difficile à maîtriser en termes de qualité de la donnée. Or, c'est une information qui est absolument indispensable. Typiquement, pour nos camarades aviateurs qui veulent faire un raid en très basse altitude, il faut absolument maîtriser la hauteur du sol et surtout la hauteur du sursol, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus du sol, typiquement des pylônes, des éoliennes. On a des éoliennes qui dépassent allègrement les 100 mètres ou ce genre de choses, ou des habitations, des immeubles de grande hauteur, etc. Donc ces informations-là sont capitalisées au travers notamment du programme Tirex. J'en viens maintenant à donc, la seconde composante, le système d'information de géode 4D. Alors, ce système d'information aura notamment pour vocation de capitaliser toutes les données dans les 4 dimensions susnommées, donc la géographie, bien évidemment, un client particulièrement important, la météorologie, l'océanographie et l'hydrographie. Donc, le but du jeu ici, ça va être de rassembler et de gérer un patrimoine, c'est-à-dire de maîtriser là aussi la qualité de la donnée, mais également son âge, par exemple. Actuellement, on a quand même plusieurs systèmes d'information dispersés qui peuvent avoir une même donnée géographique dans plusieurs systèmes, mais pas nécessairement avec le même âge de la donnée. Donc là, le but du jeu, c'est vraiment de gérer un patrimoine commun à l'ensemble du ministère. Ensuite, ces informations-là pourront être distribuées à un certain nombre de systèmes d'armes ou de systèmes d'information. Comme l'a indiqué le colonel Arnaud, on a la plus grande partie des systèmes d'armes qui utilisent des données, notamment géographiques ou météorologiques. Quasiment tous les systèmes ont besoin d'afficher un fond cartographique ou ont besoin de météo pour planifier leurs opérations. On aura également l'accès à l'élaboration de ce qu'on appelle la REP, c'est un concept OTAN, la Recognized Environmental Picture, donc qui permet d'avoir un calque, tout comme on a des calques sur les mouvements de troupes, sur le renseignement, etc., bien d'avoir un calque supplémentaire sur nos représentations géographiques pour pouvoir comprendre la situation environnementale, donc notamment la météo ou l'océanographie si on a affaire à un théâtre proche des côtes, par exemple. Ces informations-là seront disponibles sur un portail d'accès, le portail Géode 4D. Et enfin, on aura à peu près, pour l'instant, on a 17 configurations différentes qui sont prévues sur ce programme. Donc, à la fois l'intégration sur des bâtiments de la Marine nationale, sur des centres en métropole, l'établissement géographique interarmé, typiquement, ou bien des bases aériennes projetées, des centres de commandement projetés, etc. Et ce, sur des niveaux de confidentialité différents, ce qui accroît encore la richesse et l'intérêt de Géode 4D, c'est-à-dire qu'on pourra à la fois s'interfacer avec des systèmes à un niveau diffusion restreinte, confidentiel défense ou secret opération.
Je vous ai indiqué un certain nombre de données, de métriques qui vous permettent de mesurer là aussi toute la richesse qui sera capitalisée au sein de Géo4D. Donc 200 formats de produits gérés. Alors c'est pas uniquement des produits cartographiques, hein, c'est bien l'ensemble des 4 dimensions dont on parle ici. Donc les 17 configurations, je vous en ai parlé. Plus de 20 000 utilisateurs prévus en métropole et en opération extérieure, 600 Tera de données. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de notre stock actuel, c'est 150. Donc là, on sera capable d'avoir un système qui pourra accueillir 4 fois plus d'informations de référence. Et de toute façon, avec la montée en résolution de ces informations géographiques, la taille numérique de ces fichiers de toute façon est de plus en plus importante. Donc, assez rapidement, je suis sûr, ces espaces de stockage seront vite comblés. 120 000 données manipulées par jour. Voilà, ça vous donne une mesure de l'importance de ce programme structurant pour les forces qu'est Géo4D. Et enfin, je ne voulais pas manquer l'occasion de vous parler d'un métier technique au sein de la Direction générale de l'armement qui nous permet de maîtriser toute cette richesse informationnelle. C'est un métier qui s'appelle environnement géophysique. Alors, il est notamment composé d'une vingtaine d'ingénieurs de haut niveau qui travaillent non seulement pour Géo4D, mais également pour beaucoup de programmes en interface pour les aider à spécifier leurs besoins en termes d'information. Il faut adapter le produit en fonction de l'usage qui sera fait dans le système d'armes. On ne va pas donner toutes les informations, ce serait beaucoup trop riche et sans doute complètement inutile, et ça prendrait beaucoup trop de temps de transfert sur nos réseaux, notamment en opération extérieure. Donc on adapte bien le produit à partir des données de Géo4D et du besoin du système en interface, et on les aide également à qualifier la bonne qualité de la donnée de bout en bout. On a des exemples assez classiques, par exemple, est-ce que le système sait bien passer l'équateur ? Quand on va passer de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord ou inversement, on peut avoir des systèmes qui exploiteront mal cette information. Donc on aide à spécifier ça et on aide à vérifier que tout se passera bien. Ou bien un autre exemple, c'est les pôles, puisque les systèmes de projection de données géographiques peuvent être, en fonction du système de projection qu'on va utiliser, plus ou moins bon ou de qualité quand on s'approche des pôles. On sait maintenant que c'est évidemment un terrain important pour des opérations extérieures, enfin pour la marine notamment. Eh bien, maintenant, on sera capable de bien maîtriser ce genre de données grâce à ce métier technique. Et on s'appuie également sur les 3 établissements publics dont il a déjà été fait part, donc l'IGN pour la géographie, Météo France pour la météo bien évidemment, et le CHOM pour l'océanographie et l'hydrographie. Le principe ici étant de ne pas dupliquer les compétences techniques pointues au sein de la sphère publique. Donc nous, on s'occupe essentiellement de la bonne intégration dans des systèmes militaires et de la bonne compréhension de la qualité de ces données pour les systèmes d'armes notamment qui en auront besoin. Voilà, je me tiens à votre disposition avec le colonel Arnaud pour répondre à vos questions. Alors, si vous pouvez revenir sur la planche, l'unique planche que j'avais en fond, vous avez quelques chiffres, dont celui de l'impression annuelle de cartes, uniquement pour la géographie militaire, donc sans parler des cartes marines, bien utilisées aussi à bord des bateaux de la marine. Ce chiffre, c'est 160 000 cartes imprimées par an. Ce qui représente, c'est ce qui figure sur cette planche, de l'ordre de, ou en tout cas plus d'une carte pour 2 agents du ministère. Je dis bien par an. Voilà, donc c'est effectivement considérable. C'est très peu, c'est moins de 5% par rapport au volume de cartes grand public imprimées par les 2 opérateurs que sont l'IGN, bien sûr, mais aussi Michelin, les cartes routières. Donc ce n'est que l'équivalent de 5%, mais c'est pour un besoin et un usage courant spécifique dans les armées. Et donc voilà, 160 000, une grosse partie internalisée et une partie externalisée, c'est-à-dire l'IGN qui produit dans le cadre de cette convention et des marchés que nous avons avec l'IGN, ces cartes pour répondre à nos besoins. À différentes échelles. Je peux citer des cartes de camp, des cartes spécifiques ou taillées sur mesure, que ce soit sur le territoire national ou en opération. En 2020, c'était 7000 cartes, parmi ces 160 000, 7000 cartes imprimées pour l'opération Barkhane, par l'opération Barkhane et pour l'opération Barkhane, donc sur la zone BSS. Et fin 2020, début 2021, début d'année, en 2 mois, l'établissement géographique interarmées a répondu à une commande pour l'opération Sentinelle en produisant, en imprimant
un peu moins de 50 000 cartes en 2 mois. Voilà, le besoin est toujours d'actualité tant qu'il n'y a pas de substitut à cette carte papier. Les militaires vont piocher dans une base de données et impriment eux-mêmes, ou ils font une demande précise? Comment ça se passe concrètement? Mais c'est exactement ça. Et vous avez les 2 cas de figure. Le plus courant, c'est cette capacité sur le théâtre de pouvoir répondre à la demande à partir de ces bases de données, et donc toute l'importance repose sur la qualité de ces bases de données, avec des moyens d'impression derrière, suffisamment, en nombre. Donc ça, c'est une capacité locale. Après, vous avez les capacités nationales, que sont d'un côté le groupe géographique, mais qui répond, le 28e groupe géographique, mais qui répond plus spécifiquement aux besoins de l'armée terre, et l'établissement géographique interarmé pour l'ensemble, ou qui couvre les besoins dits interarmés. Mais c'est bien ça, c'est cette réponse à la fois locale et ponctuelle, ou plus régulière, ou sur commande, qui demande un peu plus de temps, parce qu'il faut formater, préparer, mettre au format ces données pour répondre sur mesure aux demandeurs. Question vraiment sur ce sujet, c'est-à-dire que voilà, un groupe tactique désert part, il a une imprimante et du papier, un papier spécial pour les cartes. Vraiment, c'est pour imaginer comment ça se passe. Oui, alors c'est pas le groupement tactique qui lui-même pourra imprimer, il peut le faire, hein, mais ce sera la qualité du papier. La particularité aussi de ces cartes, c'est qu'elles sont sur un support qui résiste à certaines conditions climatiques. C'est la même chose d'ailleurs pour les pilotes. Ça ne va pas être le même type de carte, mais il y a une certaine aussi qualité et surtout une capacité à être lue en ambiance tactique sous jumelles de vision nocturne, par exemple. Voilà, ce sont des spécificités avec cette capacité, encore une fois, d'impression en interne aux armées. Oui, j'aurais plusieurs questions. Déjà, pour Géode 4D, est-ce que pour établir les cartes que vous réalisez, vous utilisez des sources ouvertes, tout bêtement pour les zones connues, est-ce que vous prenez Google Maps et vous vérifiez? Deuxième question, est-ce qu'il y a un travail plus spécifique qui est fait sur le sel, par exemple, pour mieux connaître, mieux cartographier l'ensemble de la zone où interviennent les forces? Est-ce qu'il y a des zones qui sont aussi, au niveau mondial, mal connues, lacunaires? Je pense au pôle, par exemple. Est-ce qu'il y a des endroits du monde où un travail spécifique doit être mené, qui n'a pas été le cas auparavant? Et pour prolonger l'exemple de Patrick, est-ce que à l'avenir, les pilotes du SCAF auront accès directement à Géode dans leur avion? Est-ce que les militaires, avec le système Scorpion en opération, pourront se connecter directement sur Géode? Ou est-ce qu'il faudra télécharger à l'avance les cartes? Merci. Alors, pour reprendre dans l'ordre vos questions, des sources ouvertes, oui, on peut être amené à en utiliser. Après, on passe par l'IGN pour ce marché, notamment. Oui, pour ce marché de Geomaps, on passe par l'IGN qui, derrière, va nous qualifier la qualité de ces données-là. Donc, si par hasard ces sources ouvertes sont bonnes, on peut les prendre. Mais autrement, on a d'autres types d'informations issues notamment de capteurs spatiaux qui nous permettent de vraiment maîtriser la donnée. Ensuite, sur les zones, en fait, c'est la chaîne opérationnelle qui nous définit la priorité des couvertures à faire. Donc, comme je dis, on peut avoir sur ces marchés-là plusieurs millions de kilomètres carrés pour GeoSocle ou plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés par an sur Geomaps, sachant que les terres immergées, c'est à peu près, sous ton contrôle, 150 millions de kilomètres carrés. Voilà, on ne peut pas cartographier toute la planète et maintenir à jour ce patrimoine. Donc, c'est bien les opérations qui nous définissent les zones où il est prioritaire de mettre à jour des cartes. Donc, si c'est le Sahel, c'est le Sahel. Si c'est autre chose, c'est l'EMA et la chaîne opération qui va nous le définir. Donc, après, s'il y a des zones lacunaires, c'est parce qu'elles n'ont pas d'intérêt défense et c'est uniquement pour ça. C'est-à-dire, si l'EMA nous dit demain matin, je veux... enfin, un peu plus que demain matin quand même, mais je veux avoir des informations géographiques sur telle zone pour l'instant non couverte, on mettra nos efforts là-dessus, donc au détriment évidemment d'une autre zone, et on pourra répondre aux besoins opérationnels. Enfin, après, l'accès aux cartes dans le SCAF, alors c'est pas nécessairement pour demain matin, mais c'est pas nécessairement le SCAF qui en a besoin, c'est son système de préparation de mission. Et là, d'ores et déjà, nos systèmes de préparation de mission d'avion ont accès à des informations géographiques ou météorologiques, typiquement,
pour pouvoir programmer leur itinéraire, pour pouvoir gérer les points d'entrée sur une zone, etc. Donc après, sur Scorpion ou autre, on pourra descendre effectivement les informations jusqu'à un niveau groupement tactique interarmes. Et après, le but du jeu, ce sera de savoir quel est le besoin précis. C'est-à-dire, plus on descend bas en unité, plus on imagine quand même que le besoin, sauf pour des unités spécialisées, sera plutôt d'avoir des fonds cartographiques assez légers ou des informations météorologiques précises juste sur une petite zone. Donc on ne va pas redescendre toutes les informations sur ce genre d'unité très, très locale. Par contre, sur une base aérienne projetée qui doit pouvoir couvrir un territoire très très large et qui doit pouvoir gérer une météo à l'échelle régionale, là par contre effectivement on imagine qu'on devra descendre beaucoup plus d'informations vers ces sites. L'aspect lacunaire, je pensais plutôt pas au pôle. Est-ce que c'est une zone qui était jusqu'à présent un peu inaccessible, ça devient stratégique? Est-ce que là, vous avez identifié d'emblée un besoin de combler des lacunes que vous pourriez avoir? Alors, en termes de capteurs, on utilise, comme je disais, beaucoup des capteurs spatiaux qui, pour la plupart, passent justement par les pôles, sont héliosynchrones la plupart du temps. Et donc, on repasse, enfin, s'il y a un point qui, avec ces satellites-là, est vu le plus souvent, ce sont bien les deux pôles. Après, ce n'est pas nécessairement là où on a une priorité en termes de programmation dans les prises de vue. C'est un arbitrage à faire avec différents types de clients. Mais une fois de plus, si la chaîne opération nous dit « je mets la priorité 1 sur les pôles », eh bien, on orientera nos capteurs dans cette zone-là et on orientera la production au travers de nos chaînes externalisées sur la zone voulue par l'état-major des armées. Pour compléter légèrement, si on a un peu de temps, rapidement, pour satisfaire des besoins vraiment globaux, de la très petite échelle, c'est-à-dire l'échelle du globe, jusqu'à la très grande échelle, le plus précis pour une unité tactique, vous comprenez bien que il faut, selon cette échelle, anticiper. Donc une partie de cette production se planifie, comme toute opération, comme toute production. Elle se planifie de façon triennale, revue annuellement. Et ensuite, elle se conduit également pour répondre à des demandes spécifiques ou sur très court préavis. Voilà, donc vous avez à la fois une double échelle spatiale, enfin en tout cas une multiple échelle spatiale, et puis une échelle de temps variable. Et de fait, effectivement, les pôles, oui, ont ou offrent cette nécessité d'avoir à couvrir et anticiper. Et c'est aussi l'intérêt de cette approche sur les 4 domaines, c'est de basculer dans l'aspect climatologie, d'anticipation des enjeux ou des risques ou des menaces à moyen long terme. En prenant en compte, à titre d'exemple, c'est un sujet d'actualité, le phénomène du réchauffement climatique et son impact à moyen ou long terme pour les opérations. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question s'il y en a en audio. Il n'y en a pas. Merci beaucoup, messieurs, pour cet exposé. C'était très clair. Merci pour vos explications. Et on va céder la parole maintenant au colonel Barbry de l'état-major des armées pour faire le point sur les opérations. Bien, merci monsieur le porte-parole. Bonjour à toutes et à tous. Actualité et synthèse des opérations en 7 points avec Barkhane Chamal, Clémenceau 21, Agénor, SNMC MG1, Irini, Résilience. Alors tout d'abord avec Barkhane, la semaine a été marquée par la poursuite des opérations dans le Liptako et le Gourma. Je voulais avec vous donner quelques actions cinétiques emblématiques, notamment une action combinée du GTD Bison et Douaumont. Que s'il passait dans la nuit du 19 au 20 avril, alors qu'un sous-groupement tactique du GTD Bison, qui était en mission de reconnaissance donc vers la localité d'Adiora, a été rejoint par une manœuvre en tenaille par un sous-GTD donc de Douaumont, et par cette manœuvre, l'ennemi a été empêché de pouvoir s'exfiltrer, a engagé le combat avec les forces de Barkhane et les forces partenaires. S'en est suivi donc une prise en étau, l'impossibilité de s'échapper, une prise à partie et une neutralisation de plusieurs des terroristes. De la même façon, le lendemain, le 20 avril, dans la région de Kidal, cette fois, donc plus au nord, lors d'une mission de reconnaissance dans le secteur,
Le sous-GTD Bison a découvert au sud de la ville donc un obus, comme il a été mentionné à l'écran, de gros calibre qui pouvait entrer donc dans la confection des engins explosifs improvisés. Donc le sous-GTD Bison a procédé à la destruction de cet engin et le lendemain, lors d'un contrôle de véhicule sur un checkpoint, le même sous-groupement tactique Bison a pu saisir des armes légères d'infanterie, 7 équipements de télécommunications et une grande quantité de matériel pouvant, là encore, servir à la confection d'EI. Je bascule maintenant avec une activité conjointe menée par la force Barkhane et nos partenaires, les forces armées maliennes, le 24 avril, dans la région de Niono. Comme cela va s'inscrire à l'écran, à près de 200 km à l'ouest de Mopti, les forces armées maliennes ont conduit une opération contre un groupe armé terroriste. Ce groupe armé s'apprêtait à attaquer leur position. Les militaires maliens ont poursuivi les assaillants dans le secteur d'Alatona. Et le 26 avril, donc 2 jours plus tard, appuyé par la force Barkhane qui a réalisé une frappe aérienne, les Maliens ont neutralisé plusieurs groupes armés terroristes et saisi ou détruit un important stock d'armes et de munitions et 3 véhicules. Alors à noter 2 points. Premier point, l'excellente coordination des différentes forces, à savoir les forces partenaires, les forces armées maliennes et l'opération Barkhane, mais également, deuxième point notable, puisque cette action illustre l'engagement des forces armées maliennes à ne céder aucune portion de leur territoire aux groupes armés terroristes. Un petit point maintenant sur la task force Takuba avec les unités légères de renseignement et d'intervention. Actuellement, la task force Takuba continue d'assister, conseiller et accompagner 3 unités légères de reconnaissance et d'intervention des forces armées maliennes. Alors ces unités, j'en ai beaucoup parlé avec vous, je les ai évoquées. Elles sont donc constituées d'environ une centaine de militaires qui sont elles-mêmes parfaitement équipées de motos et de pick-up. Et donc pour entrer plus précisément dans les détails, on a Amenaka, l'ULRI numéro 2, qui est armé par le 14e régiment mixte, et qui poursuit sa formation, débutée en décembre de l'année dernière, décembre 2020, avec le Task Group 2 franco-tchèque. Et à Gao, on a l'ULRI numéro 3, qui est armé par 3 sections, cette fois du 13e régiment mixte des forces armées maliennes, et qui a tout juste commencé sa formation fin mars avec le Task Group numéro 1 franco-estonien. Alors, au mois de juillet 2021, l'ULRI, numéro 4, la première, armée par 2 sections de la 132e compagnie d'infanterie motorisée des forces armées maliennes, achèvera une année de formation complète en partenariat avec le même task group franco-estonien. Alors, c'est important, pourquoi ? Parce que cette ULRI numéro 4, elle a déjà été engagée environ une dizaine de fois en opération, et tout dernièrement, du 16 au 20 avril, accompagnée par le task group franco-estonien, elle a mené des patrouilles de recherche, des missions de reconnaissance dans la profondeur à l'est de Gao, dans une zone qui était désertée par les forces de sécurité locales. Et au cours de cette opération, nous avons pu noter la montée en puissance, la montée en gamme de cette ULRI numéro 4, qui a montré qu'elle était suffisamment expérimentée pour désormais pouvoir agir en autonomie. Alors c'est important puisque justement ça marque d'une part la montée en puissance, la montée en gamme des forces armées partenaires, mais nous allons pouvoir enchaîner avec un nouveau step, puisque dans cette gradation, la semaine prochaine, on va débuter une autre phase qui a pour objectif cette fois de former les instructeurs. Donc on va former les primo-instructeurs maliens afin qu'ils soient en mesure d'accompagner eux-mêmes la montée en puissance des autres sections des ULRI. L'objectif est bien de pouvoir déléguer une partie de cette formation et de cette instruction directement aux forces armées maliennes. Alors pour clore sur la partie Barkhane, on va faire un focus sur les 150 sorties aériennes qui se décomposent comme suit: 47 sorties ISR, 28 sorties chasse et 75 sorties de transport. On bascule maintenant avec l'opération Chamal, puisqu'avec le départ du groupe aéronaval vers l'océan Indien, les vols du groupe aérien embarqué au profit de l'opération Inherent Resolve depuis le Golfe ont cessé, donc depuis la semaine dernière. En conséquence, diapositive suivante, nous avons, en termes d'activité aérienne, et uniquement pour les aéronefs français basés au Levant et aux Émirats arabes unis, un total de 16 sorties aériennes dans le cadre de cette opération Chamal.
Si on bascule maintenant sur la mission Clemenceau 21, la mission Clemenceau 21 a franchi donc le détroit d'Ormuz le 24 avril et a rejoint la mer d'Arabie. Alors pour illustrer un petit peu cette phase de la mission Clemenceau 21, marquée par une contribution, on l'a vu jusqu'à la semaine dernière à OIR et le commandement de la Task Force 50 que la France assume toujours, je vous propose juste une petite vidéo de quelques minutes. Depuis la défaite du califat territorial, l'ennemi est un ennemi qui dissimule ses capacités, qui se cache. Et notre capacité à produire du renseignement est plus que jamais déterminante. La Task Force 50 est une grande force navale américaine. La mission principale, c'est la projection de puissance depuis la mer. C'est la deuxième fois que le groupe aéronaval français assume cette fonction de commandement de la Task Force 50. Elle est constituée de un ou plusieurs porte-avions français, américains, ainsi que leur escorte, aujourd'hui sous les ordres du contre-amiral Marc Osda. Et actuellement, la mission du groupe aéronaval français, c'est de participer à l'opération Inherent Resolve, c'est-à-dire la lutte contre l'État islamique au Levant depuis la mer. Les marins du groupe aérien embarqué mettent en œuvre une vingtaine d'avions de chasse, des Rafales de la Marine nationale de dernière génération, ainsi que des avions E2C Hawkeye, des avions de commandement et de contrôle aéroporté. La plus-value, c'est de pouvoir déployer rapidement des moyens supplémentaires sur le théâtre irako-syrien de manière mobile, et cela en complément des moyens prépositionnés ou des forces locales. L'objectif final de cette intervention est de lutter contre la reconstruction des capacités de Daesh. Le commandement français de la Task Force 50 atteste du grand niveau de confiance entre la France et les États-Unis. Très concrètement, cela se passe sur la capacité à se parler, la capacité à communiquer ensemble, la capacité à s'échanger de l'information quotidiennement entre les porte-avions américains et le porte-avions français, ainsi que leurs escortes. Alors au bilan, lors de cette première phase d'intégration donc à l'opération Inherent Resolve, le GAN aura réalisé au total 90 sorties, 66 sorties de Rafale Marine pour des missions de reconnaissance, de renseignement ou d'appui aux troupes au sol, et 24 sorties de Hawkeye assurant de leur côté le commandement et le contrôle aéroporté des opérations ou encore des missions de recueil de renseignements. Alors je bascule maintenant sur une coopération avec les Irakiens, puisque le 23 avril, 2 Rafale Marines se sont rendus dans le sud-est de l'Irak afin de s'entraîner pour la première fois avec 2 F-16 irakiens. Donc le scénario d'exercice avait pour objectif de tester la défense de l'espace aérien irakien. Et cette interaction, qui est totalement inédite, a été l'occasion pour la France de renforcer ses liens avec l'Irak, alors que les 2 pays sont engagés dans la lutte contre le terrorisme. Exercice Varuna maintenant, puisque du 25 au 27 avril 2021, la France et l'Inde ont organisé donc une nouvelle édition de l'exercice bilatéral Varuna. À cette occasion, 8 bâtiments et plus d'une vingtaine d'aéronefs ont été mobilisés au cours de ces 3 jours pour accomplir de nombreuses interactions de lutte anti-surface, lutte anti-sous-marine et anti-aérienne. Au bilan, les 2 nations riveraines de l'océan Indien entendent contribuer ainsi à la stabilisation et à la protection de leurs intérêts communs. Je bascule maintenant sur le volet Agénor.
Et là, c'est la frégate de type Lafayette Guéprat, déployée dans le cadre de l'opération Agénor, qui a été ponctuellement détachée pour réaliser une deuxième saisie de drogue en 2 semaines. Elle a ainsi découvert plus de 3 tonnes de résine de cannabis sur une petite embarcation. La cargaison a été saisie puis détruite conformément donc aux procédures. Les trafics illicites dans la région concourent au financement du terrorisme et à la criminalité organisée. À l'issue, elle a réintégré l'opération Agénor aux côtés de la frégate belge Léopold Ier et d'un Atlantique II français. Je passe maintenant sur la phase OTAN avec la France qui prend le commandement de la SNM CMG2 le 23 avril. La France, donc, a pris le commandement du Standing NATO Mine Countermeasure Group 2, SNMC-MG2. Alors pourquoi SNMC-MG2 ? Parce que le SNMC-MG1 est donc le counterpart, mais qui se déroule, lui, dans l'Atlantique. Ici, nous sommes en Méditerranée. C'est une première pour la France dans la prise de commandement de l'un des 4 groupes navals permanents de l'OTAN, les Standing Naval Forces. Donc la France, elle possède une expertise ainsi qu'une capacité opérationnelle reconnue dans le domaine de la guerre des mines, ce qui lui permet de se distinguer de la plupart des marines partenaires. Il faut savoir que chaque année, 10 chasseurs de mines et 3 groupes de plongeurs des mineurs de la Marine nationale neutralisent environ 2000 engins explosifs. Cela représente une moyenne de 40 engins par semaine. Alors le SNM-CMG2 est un groupe de guerre des mines OTAN qui opère donc en mer Méditerranée et en mer Noire, comme je l'évoquais. Il est constitué d'unités de différentes nations appartenant à l'OTAN et qui sont déployées pendant des durées variables, allant généralement de 1 à 6 mois. Et puis, en lien avec ce qui a été mentionné par monsieur le porte-parole, pour rappel, le 26 avril, ce groupe, le SNMC-MG2, a intégré l'exercice espagnol annuel, donc majeur, Spanish Minex 21, au large de Palma de Majorque, dans les conditions qui ont été évoquées. Je bascule maintenant sur le volet Irini, avec la fin de mission pour le patrouilleur de haute mer premier maître Lair, qui était engagé depuis le début du mois de mars 21. Il a achevé son mandat au sein de l'opération donc Irini. Au bilan, au cours des 2 mois de mission, le premier maître Lair a parcouru 15 000 nautiques, interrogé 240 navires, réalisé 21 approches consenties, une enquête de pavillon et une opération de visite sur un porte-container. Il a notamment réalisé cette mission avec les marines grecques, italiennes, allemandes et en interaction avec les aviations allemandes, polonaises et luxembourgeoises. Alors pour rappel, la France participe à Irini en déployant de manière permanente une dizaine de personnels militaires au sein de l'état-major, régulièrement des moyens navals et plusieurs fois par mois des aéronefs, que ce soit des Atlantique II, des AWACS ou donc des Falcon 50M pour des vols de reconnaissance. Et puis enfin, pour clore cette synthèse des opérations, l'opération Résilience. Dans le cadre de l'opération Résilience, les armées, comme cela a été évoqué tout à l'heure également, restent résolument engagées dans le cadre de la stratégie vaccinale gouvernementale. Juste quelques chiffres. Donc, depuis le début, les hôpitaux d'instruction des armées ont augmenté significativement leur capacité de vaccination. Ainsi, au 28 avril, plus de 50 300 Français ont reçu une dose de vaccin dans ces HIA. Et en complément, comme ça a été dit et mentionné, depuis le 12 avril, et en fonction du calendrier de livraison, en accord et en coordination avec les autorités régionales de santé ainsi que les préfectures, nous avons 3 pôles militaires de vaccination qui ouvrent ou qui sont ouverts sur le territoire métropolitain. Dans ces derniers, on a bien l'accueil, le filtrage et les premiers accompagnements qui sont réalisés par du personnel militaire, de l'ordre de 60 à 70 par pôle militaire de vaccination. Et en revanche, l'acte médical est réalisé par des soignants civils. Les chiffres, depuis le 12 avril, donc le premier pôle militaire de vaccination du 12e régiment de cuirassiers, donc à Olivet, ainsi que le PMV de Dijon, dont le pilotage est assuré par le 511e régiment du train à Auxonne, ainsi que le PMV qui est armé par une 60aine d'aviateurs de l'armée de l'air et de l'espace à Bordeaux-Mérignac et qui a ouvert ses postes, auront vacciné un peu plus de 14 000 Français. Voilà, ceci clôt la synthèse des opérations et je me tiens tout disposé à répondre à vos éventuelles questions.
Très bien. Merci infiniment, mon colonel. Merci beaucoup à tous. Belle fin de journée, fin de semaine, et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.